Merci Manuel, madame, messieurs. Donc, je vous remercie de nous donner l'opportunité de présenter notre expérience sur la chirurgie pulmonaire ambulatoire qui est pratiquée à Argenteuil, mais aussi, comme vous voyez, au CHU d'Amiens, avec Pascal Bernat, qui a aussi une forte activité de résection pulmonaire ambulatoire. En fait, mon propos rebondit un petit peu sur le dernier rapport du SOMEDICA qui a été publié en octobre, qui remarquait, qui insistait sur les sinistres déclarés avec un secteur ambulatoire qui enregistre une hausse conséquente des sinistres sur les accidents chirurgicaux, avec une augmentation de 14 à 29% de ces déclarations, alors que l'augmentation de la chirurgie ambulatoire n'était pas aussi importante. Donc mon propos va être centré sur la gestion des risques et éviter donc ces déclarations. Donc quels sont les risques qui nous concernent en chirurgie pulmonaire? Donc essentiellement, on touche au poumon, donc un patient sur 6 peut présenter des fuites d'air ou un pneumothorax. Il y a aussi des patients qui sont bronchopathes, donc qui risquent d'avoir des atélectasies, des pneumopathies. Donc un patient sur 10 environ. Et l'arythmie par fibrillation auriculaire pour survenir précocement, mais après à distance, avec des risques de thromboembolie. Et puis bien entendu les risques hémorragiques de la chirurgie. Alors comment gérer ces risques? Alors tout d'abord commençons par les fuites d'air. Donc il faut déjà réaliser une exclusion des patients à haut risque, et donc les patients emphysémateux pulmonaires majeurs. Ensuite proposer donc ces patients avec un drainage pleural, avec un système moderne qui est autonome, qui permet une mobilité, et aussi une quantification digitale, donc des fuites d'air, et avoir des chiffres concrets des fuites aériennes. Ensuite, le pneumothorax, donc on peut gérer aussi le drainage pleural avec une gestion ambulatoire grâce à des drains portatifs. Nous avons, Pascal et moi, remarqué qu'il ne faut pas, alors ça c'est à nos dépens, mais il ne faut pas proposer maintenant de kinésithérapie avant au moins la deuxième semaine après la sortie. Vous verrez un exemple tout à l'heure. Pour éviter donc les pneumopathies, les atélectasies, donc il faut exclure les patients à haut risque et surtout ceux qui ont, malgré toutes les recommandations, n'ont pas été sevrés du tabac, et ceux qui ont une BPCO stade 3. Il faut aussi, donc, pour éviter la bronchopneumopathie, une maîtrise de la douleur intercostale, donc privilégier les chirurgies mini-invasives thoracoscopiques, commencer par une analgésie préemptive, donc avant de faire tout geste, des blocs intercostaux, des cathéters paravertébraux, puis après avoir prolongé cette maîtrise par une sortie avec un cathéter paravertébral, avec des soins infirmiers biquotidiens. Nous avons observé sur 4 ans de recul qu'il y a peu de risques, quasiment pas de risque d'avoir un cathéter d'analgésie, ce qui diminue la douleur et la consommation de morphinique, voire pas du tout de morphinique. Pour éviter la pneumopathie, il faut un lever précoce et une préparation préopératoire pour le drainage bronchique. Pourquoi un lever précoce? Juste pour lutter contre la gravité, car le fait seulement de se lever donne donc une augmentation des volumes pulmonaires de plus de 50%. Tout ceci est une remarque physiologique, mais bon, au risque de me répéter, je l'ai déjà présenté. En 1956, à l'ANEC, ce type de remarque avait déjà été observé, était reporté à l'Académie de chirurgie en 1956, donc on n'invente rien. Car Tom Ray avait déjà remarqué que les patients qui étaient levés, là il y a un problème, il va trop vite par rapport à mon propos. Il avait... donc il avait observé il avait recommandé de lever les patients 4 heures après la chirurgie, une alimentation précoce et des antalgiques non morphiniques. Donc tout avait été déjà écrit en 1956. Donc 50 ans après, on réinvente l'anesthésie et la chirurgie. Et donc une équipe allemande a fait une étude randomisée contrôlée et donc observe que 35% de patients non levés ont une complication pulmonaire contre 6% qui a une réhabilitation précoce. C'est extrêmement significatif. Nous l'avons observé aussi dans une étude qu'on a réalisée avec une équipe brésilienne qui, sur une centaine de patients, avait observé les mêmes résultats.
Concernant la fibrillation auriculaire, il faut donc exclure les patients en risque, selon donc, les cardiologues, les patients qui ont une cardiopathie chronique, ischémique ou valvulaire. Et les patients de plus de 70 ans ne sont pas recommandés pour ce type de patients en ambulatoire. Il faut réaliser un monitorage bicodidien de l'oxymétrie et de la fréquence cardiaque, et avec un report par télémédecine. Par télémédecine, c'est-à-dire l'infirmière nous rapporte la fréquence cardiaque, et c'est observé, on peut l'avoir sur son téléphone portable avec la courbe de la température, de la fréquence cardiaque et de l'EVA, et donc c'est une gestion à distance et de tous les paramètres vitaux. Donc la gestion de la sécurité comporte aussi un contrôle médical avec un appel téléphonique, un contrôle radiographique toutefois à J2 et un contrôle scannographique à J30 par les pneumologues, et donc, comme je l'ai indiqué, un contrôle infirmier au domicile 2 fois par jour pour la gestion de la douleur et de la fréquence cardiaque. Sur voilà un rapport d'une série que nous avons réalisée. Nous avons observé deux réadmissions ou complications après ce type d'intervention. Un patient a été réhospitalisé, en fait, c'était dû à l'histologie de ce nodule qui était une tuberculose, donc il a été hospitalisé en pneumologie pour avoir un traitement spécifique. Et une patiente, après lobectomie, a été réadmise à J10 à cause donc d'un pneumothorax après la reprise de la kinésithérapie. Voilà cet exemple, la patiente à J0 avec un poumon recollé, et donc à J11, après la kiné, un pneumothorax complet qui a nécessité donc un drainage et 2 jours d'hospitalisation pour avoir un réaccollement complet, et elle est sortie donc à domicile après ce drainage. La réhabilitation précoce, telle que nous la pratiquons, n'augmente pas le taux de réadmission, comme cette étude anglo-saxonne qui retrouve que le taux de réadmission pour les patients gérés traditionnellement ou avec une réhabilitation, la réadmission est équivalente à 5%, avec des complications pulmonaires qui ne sont pas grevées par ce type de prise en charge plus moderne. Donc en fait, les points essentiels que je vous rapporterai, excusez-moi, les points essentiels que je voudrais reporter, non, c'est celui-là. Les points essentiels que je voudrais vous reporter, donc c'est qu'il faut exclure les patients à haut risque. Alors, il ne veut pas. Il faut exclure les patients à haut risque. Il ne veut pas exclure. Il ne veut pas exclure. Donc, il faut faire. C'est un petit, c'est Philippe qui a sur des sœurs. Une analgésie préopératoire et post-opératoire prolongée, à levée précoce, une ablation précoce du drap pleural, une création de réseaux avec les soignants extra-hospitaliers, ce qui est le plus difficile pour nous parce que ces réseaux ne sont pas encore tout à fait développés, le télémonitorage et la télémédecine qui est donc associé avec la médecine extra-hospitalière, et enfin donc une parfaite compréhension de la part du patient et une forte motivation. Et pour illustrer ce propos, donc j'aurai un petit film par l'image de ce qu'on peut faire donc, en chirurgie ambulatoire chez un patient donc, en 24 heures. Donc voici donc, un cas d'un patient chez qui on a réalisé une lobectomie inférieure pour un carcinoïde de la bronche, qui était observé donc et bien vérifié en fibroscopie, qui était obstructif, donc avec une intervention avec une analgésie préemptive, une vidéochirurgie sous thoracoscopie 3D qui permet donc d'avoir une suture de la bronche directement. Ensuite, en fin d'intervention, le patient donc extubé sur table est transféré immédiatement en salle de réveil et immobilisé donc 1 heure après à l'aide de notre kiné et de l'infirmière, et le drain pleural qui est tenu par le kiné. Ensuite, les massages thérapeutiques débutent pour l'analgésie.
à 4 heures après la sortie du bloc. Nous débutons donc après l'exercice physique pour vérifier qu'il y a bien une tolérance à l'effort. Le patient donc porte son drain et son système de drainage autonome pour donc après avoir une reprise de l'alimentation. Donc il faut marcher et manger dans les principes de la réhabilitation précoce. Et donc une autorisation domicile en compagnie de sa nièce, en l'occurrence, à domicile. Après, donc, comme je vous l'ai dit, on le revoit à J2 au 2e jour pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Donc, ce patient, donc, comme je vous l'ai dit, a eu des transmissions de ces données par smartphone grâce à la télémédecine avec le logiciel que nous partageons avec le prestataire infirmier à domicile. Donc vous n'avez pas le son, mais vous pouvez me croire sur parole, le VA était à 2 à domicile. Le patient a eu la première nuit juste des antalgiques de type 2, de palier 2, la première nuit. Donc on fait un petit test donc, chez ce patient donc, de vérification de la fuite. Donc elle autorise l'ablation du drain au 2e jour. On fait quand même un test de ventilation. Donc vous voyez qu'une spirométrie n'est pas entachée. Il a même une capacité inspiratoire avec, sans probabilité. Et donc on réalisera l'ablation du drain et l'ablation du cathéter paravertébral à J2 chez ce patient avec donc une sortie sans problème. Merci de votre attention. Merci beaucoup Patrick, c'est très intéressant. Juste avant de laisser la parole à l'auditoire, juste peut-être 2 questions. Alors, je ne sais plus combien dans ta série de lobectomies, je crois quelques-unes. La personne qui en a fait le plus en France, c'est dans cette salle, c'est Pascal, qui en a pratiqué, maintenant on est à combien 39, voilà, donc il a largement dépassé notre activité. Donc c'est une très très belle évolution, donc, qui bien sûr est liée à l'évolution des technologies. Juste une petite question, est-ce que le patient qui doit avoir une lobectomie et qui a une lobectomie a envie de rentrer chez lui le soir? Ça c'est la première question. Et ma deuxième question, est-ce que tu as une expérience des techniques d'anesthésie uniquement par péridurale avec une chirurgie qui se fait complètement éveillée? Alors la première question, c'est les patients sont des demandeurs, effectivement. La majorité des patients ont soit une mauvaise expérience ou une crainte donc, de l'hospitalisation, et donc quand on leur propose des soins ambulatoires, ils sont donc tout à fait adhérents, et donc comme je l'ai dit dans la dernière diapo, c'est la forte motivation, forte coopération, c'est le point essentiel. S'il y a moindre réticence, on impose et on n'oblige jamais ces patients à une ambulatoire. Donc c'est une proposition, c'est pas une imposition de l'ambulatoire. Donc parce que justement, quand on parle des sinistres déclarés, c'est parce que les patients n'ont pas forcément compris ce que c'était que l'ambulatoire et les bénéfices de l'ambulatoire. Donc jamais on a imposé ce type de patient, ce type de chirurgie. Et secondairement, pour la péridurale, on ne l'a pas réalisé en ambulatoire, on l'a réalisé chez les patients qui ont des fonctions respiratoires limites, c'est pour des chirurgies de plèvre, mais jamais d'exérèse, contrairement à ce qui a été déjà décrit chez des équipes chinoises, mais de notre côté, c'était que des chirurgies pleurales et pas d'exérèse pulmonaire. Peut-être c'est une autre voie à explorer. Oui, Jacques Laton, je ne suis pas chirurgien thoracique, mais je pense que la problématique est la même pour toutes les spécialités chirurgicales, pour la chirurgie ambulatoire. Le problème, c'est de savoir quelle est l'imputabilité de la chirurgie, de la gestion des risques en chirurgie ambulatoire. Quelle est l'imputabilité plutôt de la sinistralité, de la déclaration. Si on veut le savoir, en fait, il faut prendre contact. Avec les assureurs, les 3 grands assureurs
enfin, du moins deux, plus le branché qui est un courtier, donc la MCSF et la CHAM, il leur demandait d'abord qu'ils répertorient toutes les déclarations qui sont survenues en chirurgie ambulatoire dans votre spécialité. Mais il faut faire une étude au bout de 3-4 ans pour savoir ce qui s'est passé. Et deuxièmement, la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que cette complication ou cette déclaration ou ce sinistre ne serait pas parvenu de la même façon si ça n'avait pas été en chirurgie ambulatoire? C'est là où c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas si vous avez fait ce travail. Donc, ma question, c'est en gros, avez-vous pris contact avec les assureurs? Je crois qu'il faut le faire. Dans toutes les spécialités, il faudra le faire. En tous les cas, en orthopédie, ce travail a été engagé. Moi, je vous engage à le faire parce qu'il n'y a que de cette façon qu'on pourra connaître la sinistralité due à la chirurgie ambulatoire, est-elle plus importante, moins importante, etc. Petite question très pratique et naïve, j'ai vu que c'était donc des thoracoscopies essentiellement. Donc ma question, elle est comment vous retirez la pièce carcinologiquement quand vous faites une lobectomie pour cancer et que vous voulez effectivement pas faire thoracotomie, parce que le problème c'est que d'après ce que je comprends en ambulatoire, ils ont les moins de possibles des thoracotomies qui fait mal. Donc étant donné que ce film est disponible sur le site de l'hôpital, on n'a pas montré l'extraction de la pièce parce que ça peut être comparable à un accouchement au forceps. Donc en fait, on extrait à travers un sac et donc c'est assez... voilà. 3 à 4, c'est assez souple, on écarte. Mais c'est pas très esthétique et donc il n'est pas montré sur le film. Oui, Gérard Pascal, dans votre série, là, qui est, sans doute, vous avez dit relativement limitée, est-ce que vous pourriez nous indiquer le taux de patients pour lesquels vous avez abandonné le projet ambulatoire pour des considérations soit préopératoires, soit péropératoires? Alors, je ne l'ai pas mentionné, il y a eu 2 cas de patients qui ont été un petit peu surdosés en morphinique, donc ils ne correspondaient pas aux normes anesthésiques de sortie en ambulatoire, étant donné qu'ils avaient trop de morphinique, donc ils correspondaient pas aux critères de sortie et d'habilitation à la ville. Donc en fait, c'était 2 cas de surdosage en morphine. Chez des patients qui étaient des femmes et qui étaient très sensibles à des petites doses de morphine. Alors ce type de chirurgie en chirurgie ambulatoire nécessite un suivi en ville que vous avez d'ailleurs très bien décrit. Ma question c'est, je pense que vous avez une infirmière coordinatrice. Cette infirmière coordinatrice, elle est interne à l'établissement ou au contraire, elle dépend d'une structure de ville avec laquelle vous travaillez? Non, il s'agit d'un coordinateur qui appartient. Alors, on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier, donc on travaille avec 2 prestataires et 2 coordinateurs. Et donc, c'est externe qui gère tout et qui nous retransfère tout. Dès qu'il y a des soucis, on correspond avec eux. Une petite question là, j'ai vu des travaux où on met plus de drain dans la chirurgie de résection. Alors oui, j'ai été un peu rapide sur parce que les diapos passaient vite. Les résections atypiques, il y avait l'ablation à J0 grâce au drainage autonome, donc il vous quantifie le taux de fuite. Dès que le taux de fuite est à 0, on est autorisé à faire l'ablation du drain, donc avec des données factuelles. Mais ça aide un peu plus encore à l'ambulatoire. Exactement. Donc, François Dubois, félicitations pour votre communication. Alors, 2 commentaires et une question. J'ai été très touché que vous citiez mon ami Georges Tomré, parce que c'était effectivement un pionnier dans cette chirurgie le moins agressive possible. Et une petite anecdote, c'est que quand, il y en a de plus en plus maintenant, mais quand il y avait des opérés musulmans, ils ne les dispensaient pas de leurs 6 prières par jour, ce qui les forçait à se lever. Alors, la question c'est, est-ce que vous ne croyez pas que, comme aux États-Unis, pour les gens qui habitent un peu loin, il faudrait multiplier les hôtels médicaux, les hôtels voisins? Alors, tout d'abord, concernant le professeur Tomré, donc l'anecdote, c'est donc on avait parlé donc à l'ANEC et à Pompidou de la technique d'ambulatoire et de réhabilitation précoce à M. Riquet, qui a haussé les épaules et a souri en disant mais il nous a sorti le papier de l'Académie mais les gars, ça fait déjà 50 ans que ça existe, donc ça l'a bien fait sourire. Et deuxième partie, oui, les hôtels
c'est vraiment une voie à creuser et, dans l'avenir, et donc je crois que c'est déjà l'assistance publique qui a déjà développé ce système-là à côté de l'hôtel. Une question courte, quel est l'avenir? C'est combien de malades en chirurgie ambulatoire dans les 5 ans qui viennent? Alors j'avais fait une étude théorique pour savoir les patients qui étaient éligibles, et donc dans notre population, donc j'estime que c'est pour l'instant 10% de la population qui est éligible. Après, bon, il faut y avoir la motivation et la compréhension, mais étant donné qu'il y a des bronchopathes, emphysèmateux, cardiopathie ischémique associée, donc c'est 10% de notre population, c'est quand même pour l'instant marginal, mais c'est en voie de développement. Juste une petite question concernant la gestion de la communication avec les patients. Vous avez parlé de communication téléphonique. On sait que parfois, pour joindre un service, c'est assez compliqué. Est-ce que vous avez une astreinte téléphonique? Est-ce que c'est un appel descendant vers le patient obligatoire? Ou est-ce que vous attendez que le patient vous appelle? Alors, par le biais du prestataire dont j'ai parlé, qui est un coordinateur, donc nous, on en réalise donc un appel direct d'AJ1, mais il y a donc, par le biais de ce prestataire, il y a toute une liste de numéros joignables. Le chirurgien, s'il est d'astreinte, un numéro de téléphone, et surtout pas adresser les patients aux urgences, qui est une catastrophe. La dernière chose à faire, il faut avoir un réseau entre la coordination de ville et le service, et pas passer par des tiers qui ne connaissent pas du tout ce principe-là, et intégrer dans la boucle aussi le médecin généraliste. Ok, merci beaucoup Patrick pour la présentation et ces travaux très innovants. Donc tout cela est bien sûr possible grâce aux innovations technologiques